Julien, comment est-ce que on te laisse l'animation du séminaire ou c'est nous qui le faisons? C'est des choses qu'on n'a pas calées. Non, non, mais je vais commencer. J'attendais juste que tout le monde arrive Parfait. tranquillement. L'enregistrement est lancé, effectivement. Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau séminaire qui, cette fois, n'est plus thématique, mais méthodologique. Et donc, nous avons ce soir Camille Croisier qui vient nous présenter une méthode autour de la question de la cartographie du web. Alors Camille Croisier, en quelques mots, hein, même si tout le monde à peu près ici la connaît, est doctorante au CEDS et travaille sur la question de la vocation tardive chez les enseignants sous la direction de Marie-Pierre Chopin. Ce qu'on fera une fois que Camille aura terminé, c'est que Manuel Roux s'est proposé pour être premier à intervenir, et puis ensuite on pourra distribuer la parole, tout le monde pourra évidemment prendre la parole à son tour. Peut-être que le plus simple serait qu'on utilise la petite fonctionnalité lever la main pour qu'on puisse distribuer la parole au mieux. Sur ce, je vais te laisser commencer, Camille. Tu veux partager ton écran? Ouais. Alors, attends. Commencer par partager l'écran. Voilà, c'est bon. Alors, la méthode de la cartographie du web que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle les méthodes digitales. Ces méthodes digitales, elles ont été inventées ou développées plutôt dans les années 2000, en même temps que l'avènement du web 2.0. Et ces méthodes-là, elles partagent tout le fait de se baser sur des traces numériques comme source d'information pour étudier des phénomènes sociaux. Alors, pour exemple, une des premières recherches qui a utilisé ces traces numériques fut une étude menée entre 2003 et 2008 par les ingénieurs de Google. Cette recherche a ensuite été publiée dans la revue Nature sur la diffusion de la pandémie grippale aux États-Unis. Alors, grâce à l'analyse des logs, les logs, ce sont les requêtes qu'on effectue sur les moteurs de recherche, les mots-clés, quoi. Les ingénieurs de Google ont pu identifier quelles requêtes étaient le mieux corrélées avec les indicateurs traditionnels de la surveillance de la grippe de la CDC. Alors, la CDC, c'est l'organisme de prévention et de contrôle des maladies aux USA. Donc, sur la base de ces requêtes, déjà, ils ont construit un indicateur de surveillance de la maladie qui arrivait à une corrélation de 97% avec celle de la CDC et en plus qui arrivait à fournir des résultats 2 semaines avant le rapport officiel. Et donc, c'est cette première étude-là qui a démontré que les traces numériques pouvaient être totalement utilisées pour étudier des phénomènes offline. Bien sûr, alors, dans des zones avec un nombre important d'internautes. Alors, ce n'est pas exactement cette méthodologie-là que je vais vous présenter aujourd'hui, ni même celle institutionnalisée, on va dire, de la cartographie du web, mais plutôt ce que j'ai appelé mon bricolage méthodologique, qui emprunte pas mal d'éléments de ces méthodes-là. Alors, rapidement, avant de vous montrer mon bricolage, je vais revenir sur ce qu'est la théorie de la cartographie du web, sur quoi elle s'appuie. Alors, la cartographie du web, elle s'appuie principalement sur la théorie des graphes et sur l'étude des réseaux. Alors, rapidement, un graphe se définit de la façon suivante. C'est un ensemble G qui est défini par un ensemble fini V dont les éléments sont appelés liens et dont... non, pardon, je recommence. Est défini par un ensemble V dont les éléments sont appelés sommets et par l'ensemble fini E dont les éléments sont appelés arêtes. Je vous ai mis un exemple de graphe en dessous. Alors, et donc la théorie des graphes, c'est la discipline mathématique et informatique qui étudie ces graphes. Donc pour la petite histoire, on pense que la théorie des graphes provient d'un article publié en 1741 par un mathématicien suisse, Leonhard Euler. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et en fait, il s'agissait de traiter le problème des 7 ponts de la ville de Königsberg. Et donc, du coup, le problème consistait à trouver une promenade en fait, qui partait d'un point et qui fasse revenir à ce point, en passant une fois et une seule fois par les 7 ponts de la ville de Königsberg. Donc, ce serait à partir, pour régler ce problème-là, en fait, que la théorie des graphes aurait été développée. Ensuite, la cartographie du web, elle s'appuie sur l'analyse des réseaux, qui est une théorie issue de la sociologie et donc qui a recours à la théorie des graphes afin d'étudier les interactions sociales en termes de réseaux.
Elle conçoit donc les interactions sociales en termes de nœuds et de liens. Les nœuds souvent sont soit des individus, soit des institutions, et qui sont reliés par des liens qui sont en fait les relations sociales entre ces nœuds. Et donc, la cartographie du web, en gros, elle vise deux choses. Elle vise premièrement à identifier les différents sites, pages et plateformes qui composent un champ thématique sur le web, et ensuite à identifier les structures relationnelles en les exposant sous forme de graphes. Alors, les structures relationnelles, en gros, c'est qui est lié sur Internet avec qui c'est qui. Ces graphes sont composés de nœuds. Donc là, en rouge, par exemple, qui sont donc les sites et les plateformes et les pages Internet, et elles sont reliées par des arêtes qui sont en fait les liens HTML. Des liens HTML, c'est les liens qui vous permettent de naviguer d'une page à une autre sur Internet. D'accord ? Et dernier point important, et c'est ce qui fait l'intérêt de la cartographie, c'est qu'elle découle de l'idée que les liens créés sur le web, entre différents sites, donc entre différents nœuds, peuvent être considérés comme des liens sociaux. Ceci provient de deux régularités maintes fois observées dans la pratique de création des liens HTML sur Internet. La première régularité, c'est que les auteurs de sites web ne citent d'autres sites que s'ils partagent un intérêt thématique ou social. Deuxième régularité, c'est que les auteurs de sites ne se citent pas s'ils n'ont pas un point de vue en accord. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes ou les groupes ayant des positions opposées sur Internet s'ignorent. Ils ne se citent pas négativement, ils ne se citent pas du tout. Du coup, à partir de ça, on se rend compte que le web n'est pas organisé par hasard. Quand on lit un discours ou non avec un utilisateur, on établit des hiérarchies, on clusterise le web. Donc, par conséquent, on peut dire que le web n'est pas un réseau unique, mais plutôt un réseau de réseaux où on retrouve des zones densément connectées qui sont séparées par des espaces relativement vides. Et en général, ces zones densément connectées sont des grappes de personnes qui sont rassemblées autour d'une thématique et qui ont un point de vue commun. Alors, ça, c'était la petite théorie. Maintenant, je vais vous donner deux exemples de cartographie, déjà pour que vous voyez à quoi ça ressemble et quelles petites observations on peut déjà en faire. Alors, la première cartographie que je vais vous présenter, c'est une cartographie du web politique militant en France qui a été produite en 2011 à partir de 1035 sites. Elle a été produite par Link Influence en partenariat avec le journal Le Monde. Et donc, rapidement, ce qu'on peut voir sur cette cartographie, déjà, première chose, ce que je disais à l'instant, c'est que le web est assez bien clusterisé puisqu'on voit que les sites et les blogs, on va dire, idéologiquement proches du Parti socialiste se rassemblent, pareil pour les Verts, pareil pour le Centre, etc. etc. Deuxième observation qu'on peut faire à partir de cette cartographie, c'est que visiblement à l'époque, en 2011, le web politique a l'air d'être dominé par les sites et les blogs proches du Parti socialiste. Alors, est-ce que ça a joué dans l'élection de François Hollande? Ça pourrait être intéressant d'aller, par exemple, refaire une cartographie avant l'élection d'Emmanuel Macron, voir comment les sites se répartissent à cette époque-là. Alors, ouais, les seuls sites qui ne font pas cluster pour le coup, ce sont les sites de l'extrême gauche. Parce qu'on peut voir sur la cartographie, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je passe comme ça. Vous la voyez ou pas? Ouais, ok. On voit effectivement que là, on a 3 sites d'extrême gauche qui se trouvent en haut de la cartographie, en haut du Parti socialiste. Okay. Ici, on voit qu'ils sont quand même assez connectés avec les sites idéologiquement proches de l'écologie politique. Okay. On voit d'ailleurs, donc là, la cartographie n'est pas de très bonne qualité, mais on voit que ici, c'est le site du NPA, d'accord ? Il est assez proche du site lesverts.fr. On voit aussi qu'on a quelques points ici qui se retrouvent entre les Verts et entre les sites du centre. Et puis, dernière chose, on voit qu'ici, on en a 3 qui se détachent et qui sont assez connectés avec les sites de l'extrême droite. Voilà. Alors, je voulais rapidement vous montrer cette cartographie parce que je trouve qu'elle représente assez bien ce qui se passe dans la réalité. Vous voyez, on a le MoDem, par exemple, qui se retrouve au centre de la cartographie. On a toute une partie de la droite qui est proche de l'extrême droite, etc., etc. La deuxième cartographie que je vais vous montrer maintenant, très récente, puisque c'est une cartographie qui a été réalisée par CNRS en février 2021 sur l'emploi de l'expression islamo-gauchisme. Alors, le CNRS a étudié pour ça, et ça fait sourire certains, je vois, il a étudié 280 millions de messages Twitter
qui appartenaient à 11 millions de comptes Twitter. Cela dans l'objectif d'étudier les communautés politiques ou militantes qui utilisent ce terme et surtout comment ils utilisent ce terme-là. Donc, première observation qu'on peut faire, toujours pareil, le web et donc du coup les comptes Twitter sont assez bien clusterisés puisque quand on regarde à gauche, on voit que par exemple, on a le compte officiel de Jean-Luc Mélenchon qui se trouve ici. Ici, alors c'est Aquantes, je ne sais pas si je le dis correctement, mais je crois que c'est le député de l'île de la France Insoumise. Il me semble que c'est ça, ouais. Ensuite, on a ici le compte Twitter Insoumis Jeunes. Et alors, pourquoi on a BFM TV qui se trouve là. Alors, c'est dommage, la carte n'est pas interactive, mais je ne vois pas dans quel sens, en gros, vont les liens. Est-ce que c'est la France Insoumise qui cite BFM TV ou est-ce que c'est BFM TV qui cite la France Insoumise? Ça serait intéressant d'aller regarder ça. Ensuite, on voit à droite un petit peu en bleu foncé qu'on a les comptes, proches de l'extrême droite, puisqu'ici, on a Gilbert Collard, ici, on a Dupont-Aignan, celui-là, je ne sais pas qui c'est, Jean Messia. On a MLP, je pense que c'est Marine Le Pen officielle. On a le compte Twitter du Rassemblement national. Voilà. Ensuite, si on va un petit peu en bas de la cartographie, on se retrouve avec les comptes assez proches de la droite pour le coup, puisqu'on a la députée Valérie Boyer et là, on a Lydia Guillou. Et ensuite, on a à gauche des comptes en orange. Alors là, je ne sais pas quelle idéologie politique c'est, mais je vois qu'il y a Manuel Valls ici. Voilà. À partir de cette cartographie-là, en gros, le CNRS a fait 3 observations. Première observation, c'est que la plupart des comptes qui sont impliqués dans la promotion du terme islamo-gauchisme depuis 2016 sont tous, presque tous du moins, des comptes idéologiquement proches de l'extrême droite. Deuxième observation faite par le CNRS, c'est que la majorité de ces comptes-là ont été suspendus par Twitter. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'ils ne devaient pas respecter la charte d'utilisation du site. Et ensuite, troisième point relevé par le CNRS, c'est le caractère marginal de l'emploi de cette expression sur Internet, en tout cas sur la twittosphère, puisque sur les 11 millions de comptes Twitter analysés, seulement 0,26% faisaient la promotion de ce terme sur leur compte Twitter. Voilà. On pourra revenir sur ces cartographies après, si vous voulez, un peu plus tard. Alors, ça, c'était pour la théorie et les exemples. Maintenant, je vais passer à la pratique. Comment fait-on une cartographie du web? Alors déjà, pour rappel, parce que en gros, la cartographie que je vais vous présenter là à la fin, celle que je vais effectuer rapidement, elle provient de la thèse que je suis en train d'étudier, enfin que je suis en train de faire en ce moment, qui concerne 2 phénomènes, le phénomène de l'abandon de carrière, donc les démissions enseignantes, et puis je travaille aussi sur la vocation tardive, qui sont en fait les individus qui se sont reconvertis après une première carrière à l'enseignement. Et donc, déjà, pourquoi je suis arrivée à la cartographie du web? Simplement parce que quand j'ai voulu aller rechercher un peu de littérature scientifique, notamment sur l'abandon de carrière enseignante, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas des masses à l'époque. Bon, le sujet est assez récent, on va dire assez marginal pour l'instant, donc ça peut expliquer. Ensuite, j'ai voulu aller trouver des enseignants qui avaient démissionné pour pouvoir les interroger. Et effectivement, comme ils sont sortis du système, ça m'a été un peu difficile aussi d'en rencontrer. Donc, pour le coup, en première intention, je suis allée sur Internet et j'ai tapé simplement dans mon moteur de recherche démission enseignante. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de sites qui parlaient de ça. Alors, soit des sites médias, soit des sites de syndicats, soit des sites institutionnels, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait pas mal de récupérer ces données-là, voir si je peux en faire un terrain et voir surtout comment est-ce que je peux visualiser ça. Et donc, du coup, après quelques recherches, la cartographie du web est arrivée. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place cette méthode-là. Alors, on a en gros 4 étapes importantes à respecter lorsqu'on fait une cartographie du web. La première étape, c'est d'aller sélectionner les mots-clés qui vont ensuite nous permettre d'aller chercher nos résultats, nos sites, nos nœuds qui nous intéressent. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle un générateur de mots-clés. Alors il en existe plusieurs sur Internet. Moi, celui que j'utilise, mais il y en a d'autres, c'est Yoda Inside. Je vais vous montrer après comment ça marche.
En gros, cet outil-là, il permet de récupérer une liste d'expressions sémantiquement proches de celles que vous avez préalablement sélectionnées. Donc là, dans mon cas, d'émission enseignante. Et elle vous permet aussi, cet outil-là, il vous permet, pardon, de faire une étude comparative de ces expressions en fonction de plusieurs critères. Alors, il y a plein de critères, mais moi, les deux que j'ai retenus, ceux qui m'intéressaient, c'était le premier, le trafic mensuel sur Google, c'est-à-dire combien de fois l'expression, le mot-clé ont été tapés par les utilisateurs dans un mois donné. Okay. Et ensuite, le volume de résultats qui sont issus de ces mots-clés. Alors, du coup, je vous montre. Hop, là, je vais aller sur Internet. Alors, tac, ça, je vais. Alors, là, est-ce que vous voyez mon écran Internet ou pas? Il faut que je change. Ah ouais, d'accord, c'est ça qui va être un peu compliqué pour le coup, c'est qu'il va falloir que je fasse le changement à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais là, je fais partager. Camille, je pense que si tu partages directement ton écran, ça va te suivre. Que tu ne partages pas ton fichier, mais ton écran, ça devrait te suivre dans tes… Comment je fais ça? En fait, quand tu partages, quand tu as ouais. il te propose de partager soit tes fichiers qui sont ouverts, soit en fait, tu as un onglet qui s'appelle écran. Et normalement, si tu partages ton écran, ça te suit. Si tu ouvres tes mails, on va voir tes mails. Si tu ouvres, voilà. Ah oui, écran. Ok. Ok, super. Très bien. Alors, du coup, je vais aller… Alors, Yoda Insight, c'est un site Internet. En fait, vous l'avez en… Ces genres de générateurs de mots-clés, vous pouvez les avoir en forme de logiciel ou d'add-on. Mais là, pour le coup, c'est un site… comment c'est déjà comme ça. Voilà. Alors, c'est tout simple. Je vais sur mon générateur de mots-clés. Il va s'ouvrir. Ça se présente comme ça. Alors, ce site-là, il permet de faire plusieurs choses. Il permet, d'une part, d'aller regarder les performances d'un site, donc en gros, combien il y a de personnes qui se connectent, etc. S'il y a un leader, en gros, un influenceur dans une thématique donnée sur Internet. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il appelle le Market Explorer, mais en fait, c'est le générateur de mots-clés. Là, pour le coup, je vais utiliser comme démo la démo du site. Ça sera plus simple parce que je ne vais pas avoir le temps de me connecter. Donc, en gros, mettons, je tape un mot-clé sur mon générateur. Alors, je tape mon mot-clé. Voilà. Première information qu'il me donne, c'est que j'ai 1535 expressions sémantiquement proches dans ma liste. Donc, il me propose 1500 en gros mots-clés qui sont proches sémantiquement de celui que j'ai tapé, donc ID4. Ensuite, il me donne une seconde information, c'est qu'à partir de ces 1535 mots-clés, je peux avoir un peu plus d'1 500 000 résultats, d'accord, sur ma page de recherche. Alors, le CPC par clic, ça ne m'intéresse pas. Rapidement, c'est en gros quand vous avez des annonceurs sur Internet qui veulent demander l'autorisation à Google de pouvoir faire popper des pubs comme ça, il faut qu'ils payent au clic, au nombre de clics. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur clique sur les pubs, il doit reverser à Google 0,24 €. Alors, si je descends un peu, je me retrouve avec un tableau et je me retrouve avec, donc, à gauche ici, toutes mes expressions proches, ici, donc mes 1500, etc. Donc, écrit différemment. Après, j'ai des synonymes, etc., etc. Sur la droite, j'ai le degré de proximité avec le mot-clé que j'ai tapé préalablement. Ensuite, sur cette colonne-là, j'ai le nombre de résultats issus de ce mot-clé-là. On retrouve le CPC, mais ça s'en fiche un peu. Et ensuite, j'ai le nombre de résultats, en gros, produits par l'idée cadeau. Non, alors ça, je me suis trompée, effectivement. Ça, c'est le nombre de résultats et ça, c'est le nombre d'utilisateurs qui ont tapé ce mot-clé-là le mois dernier. Donc, il y a un peu plus de 90 000 personnes qui ont tapé idée cadeau ce mois-ci. Donc, à partir de ce tableau-là, moi, j'ai… sur mon PowerPoint, j'ai sélectionné 4 mots-clés différents: abandon de carrière, démission enseignante, reconversion enseignante et quitter l'enseignement. Pour les sélectionner, et grâce au tableau, j'ai enlevé en gros tous les mots-clés qui produisaient le moins de résultats et tous les mots-clés en gros, ceux qui n'étaient pas vraiment utilisés par les internautes, ceux-là aussi, je les ai supprimés. Donc, je me suis retrouvée avec 4 mots-clés. Donc, à partir du moment où vous avez sélectionné vos mots-clés, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le crawl des pages et des sites Internet. En gros,
Là, on va aller récupérer tout un tas de données et dont celles qui nous intéressent. En gros, un crawler, c'est une sorte de robot d'exploration qui va aller récupérer trois éléments. Le premier élément qu'il va aller récupérer, ce sont toutes les URL des sites et des pages qui vous intéressent. Ensuite, il va aller vous récupérer ce qu'on appelle des métriques, c'est-à-dire en gros, les métriques, ce sont des indicateurs de performance ou de popularité d'un site ou d'une page. Moi, les métriques que j'ai choisi de récupérer, il y en a plein, mais je vous en donne 4. Celles qui m'ont intéressé le plus dans mon cas, ça a été le trafic mensuel web. Donc ça, c'est en gros combien d'utilisateurs ont visité la page ou le site en question. Ensuite, on a un indicateur qui s'appelle l'autorité de la page et qui est en gros un indicateur de qualité d'une page qui lui-même est du coup calculé en fonction de plusieurs indicateurs comme le trafic, comme le nombre de... le temps passé sur la page et aussi quand un site en question a beaucoup de liens qui arrivent sur ce site-là, l'autorité de la page sera plus forte, etc., etc. Ensuite, on a une troisième métrique qui s'appelle l'âge de la publication et en fait, ça correspond au moment où le site a été uploadé sur Internet, a été créé. Et ensuite, on a une dernière métrique qui est le nombre de partages et de likes reçus de la part de cette page ou de ce site de la part des réseaux sociaux. Alors, et troisième élément, qu'un crawler peut récupérer, les liens hypertextes qui relient ces sites entre eux. Alors, pour ça, moi, j'ai utilisé 3 crawlers. Alors, pourquoi 3 crawlers? Alors, déjà, il existe un crawler qui s'appelle Hive, qui a été développé par Media Lab Sciences Po, mais que je n'ai pas pu utiliser puisqu'il faut s'y connaître assez en programmation. En gros, il faut créer un serveur Internet, etc. pour pouvoir installer le logiciel dessus. Pour l'instant, j'ai abandonné l'idée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé en gros 3 versions d'évaluation de 3 crawlers pour pouvoir crawler ce que je voulais et dans le temps que je voulais. Parce que sinon, ça vous limite en fait le nombre de crawls que vous pouvez faire par jour. Donc, les 2 premiers crawlers que j'ai utilisés, le premier, il s'appelle Mosebar et le deuxième, il s'appelle CO Cake. Ces 2 premiers crawlers m'ont servi à aller récupérer l'ensemble des liens, donc des sites et des pages et leurs métriques. Alors, du coup, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, je sors de là. Tac. Tac. Je vais aller sur Internet. Alors, il se télécharge très simplement sur Google. Et ensuite, il se colle à votre barre de tâches. Ce sont des add-ons. Okay. Donc, je vais aller dans mon moteur de recherche et je vais taper des missions enseignantes. Mettons, je vais aller là. Je vais l'activer. Normalement, il devrait me demander de me loguer. Donc là, je vais aller le faire. Alors, je vais carrément aller me loguer sur le site parce que sinon, c'est moins facile. Tac. Je le log. Ok. Voilà. Alors, une fois que je suis loguée, ça se présente comme ça et que je l'ai activé. Voici ce que j'ai. À chaque fois, en gros, que j'ai des barres bleues sous mes résultats Google, ok, je sais que le crawler va aller me récupérer l'adresse du site. Ensuite, il va aller me récupérer 2 premières métriques. Donc, le page autorité, la métrique que j'ai présentée tout à l'heure. Il me donne aussi le nombre de liens qui sont présents sur cette page-là. Et ensuite, il me donne une autre métrique qui s'appelle le domaine autorité, qui est en fait la même chose que le page autorité, mais qui concerne un domaine. En fait. Un domaine, c'est .org, .fr, .net, etc. Alors, une fois que j'ai ça, c'est très simple. Je vérifie que, bien sûr, j'ai toutes mes pages qui ont l'air d'être prises par le crawl. Très bien. Et donc, simplement, je vais aller exporter tout ça en fichier CSV. Je vais ouvrir mon CSV. Je me retrouve avec un tableau comme ça. Bon, on peut faire un peu de nettoyage. Ça, je l'enlève pour... voilà. Hop. Là, comme c'est en CSV, le problème, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc, il va falloir un petit peu aller trier les données pour les mettre en forme de colonne. Donc, du coup, je vais aller dans Données. Je vais aller convertir tout ça en largeur 10 000 limitée. Ce sont des virgules. Je fais suivant. Terminé. Hop, je me retrouve avec mon tableau. Ici, ce qu'on va avoir, en gros, celle-là, je vais la renommer. En gros, ça va être ma matrice de mes nœuds. Okay. Donc, on se retrouve avec la position de mes sites sur Google. Donc, en quelle position? Je me retrouve avec mes URL qui sont là.
un titre de la page ou du site, une petite description et quelques premières métriques. Une fois que j'ai ça, comme je n'ai pas toutes les métriques qui m'intéressent, je vais aller utiliser mon deuxième crawler. Pour ça, je vais aller copier mes URL, je vais retourner sur Internet, et je vais aller ouvrir mon deuxième crawler qui s'appelle SEOcake. Pour ça, je vais aller dans Comparer les URL, je vais copier-coller les URL que j'ai crawlées précédemment et je vais aller traiter les URL. Là, je ne vais pas vous lancer le crawl parce que c'est très long, mais juste je vous montre. Ça, ce sont les métriques donc, qui m'intéressent. Donc là, on a le web archive, c'est la date à laquelle le site ou la page a été publiée. Facebook like, c'est le nombre de likes qu'a reçu la page sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le trafic de la page, etc. etc. Si j'ouvre ici, donc les paramètres, je peux aller sélectionner les métriques qui m'intéressent. Donc, une fois que j'ai lancé le scroll, etc., ça me donne tous les résultats. Et encore une fois, comme avec Mosebar, je récupère ces données-là, je les importe en CSV. Hop, et voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à copier ça. Je ferme dans ma première matrice qui est là. Bien. Ça ne veut pas. Bon, pour le coup, ça ne veut pas. Mais je me retrouve avec, du coup, ma table des nœuds. Une fois que j'ai ça, j'ai ma table des nœuds. Je l'enregistre, je la mets de côté. Tac. Je vais aller récupérer mes liens. D'accord? Je vais aller crawler les liens qui se trouvent entre ces différents sites et pages. Alors, pour faire ça, je vais retourner sur PowerPoint. J'utilise un troisième crawler qui s'appelle Screaming Frog. Celui-là, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que pour le coup, le crawl des liens est assez long. Je vous ai mis une capture d'écran. Si je ne sais pas comment dire, c'est mieux. Une capture d'écran de ce logiciel-là. Alors, c'est pareil, c'est un logiciel gratuit qui se télécharge très facilement sur Internet. Et en gros, ce crawler-là, il peut vous crawler 3 types de liens. Premier lien qui peut vous crawler, type de lien, c'est ce qu'on appelle les liens internes. Et en fait, ce sont les liens qui se trouvent entre les pages d'un même site. Okay. Ensuite, on a les liens externes en rouge. Et en fait, ce sont les liens que le site A, qui est ici au milieu, fait vers d'autres sites sur Internet. Et à l'inverse, on a les backlinks ici en vert. Et ce sont tous les autres sites d'Internet qui font des liens vers mon site A. Voilà. Alors, une fois, du coup, je rentre mes URL qui se trouvaient dans ma table des nœuds. Je lui demande de crawler tout ça et je me retrouve avec ma table de liens. Alors, je vous montre. Alors, ça ressemble. Voilà. Je me retrouve avec ça. Et je me retrouve avec 2 colonnes, une colonne source et une colonne target. Ces 2 colonnes-là, hyper importantes, elles vont me permettre, après, une fois que je serai sur le logiciel Gephi, c'est le logiciel que je vais vous présenter après, ça va faire comprendre au logiciel que mon site 1, etc., que mon site 104 fait un lien avec mon site 138. Une fois que j'ai ça, on peut passer à la 3e étape, ma table des nœuds, et j'ai ma table des liens. On peut passer à la 3e étape. La 3e étape, c'est le nettoyage de la matrice. Alors, il y a des métriques dont vous n'aurez pas besoin, donc ça, vous les enlevez. S'il y a des éléments ou des éléments qui vous manquent, vous pouvez aller les récupérer. Par exemple, des fois, le crawler oublie de vous donner, par exemple, la date à laquelle le site a été publié. Donc, c'est assez facile d'aller chercher sur Internet. Et moi, ce que j'ai fait aussi, alors ça, c'est pas obligatoire, ce qui m'intéressait dans mon étude, dans cette cartographie-là, c'était de voir quels acteurs, en gros, parlaient de l'abandon de carrière sur Internet. Donc, j'ai créé une variable type de site et j'ai typologisé mes sites en fonction de si c'était des sites médias, des sites de syndicats, des sites d'information, etc., etc. Et donc, du coup, avant de pouvoir importer mes 2 matrices, donc ma matrice des nœuds et ma matrice des liens vers Gephi, il y a 3 choses à respecter. La première chose, c'est que vos matrices doivent être obligatoirement au format CSV. Gephi ne fonctionne pas avec Excel, enfin, pas avec le format Excel. Ensuite, dans votre matrice des nœuds, vous devez avoir obligatoirement les 2 colonnes suivantes, c'est les colonnes ID et les colonnes label.
Alors, la colonne ID, c'est le numéro que j'ai attribué à mes sites et à mes pages. Et le label, c'est en gros comment est-ce que je les ai appelés. En général, soit vous gardez l'URL comme nom, comme label, soit vous raccourcissez, vous dites ça c'est le site du monde, c'est le site, etc., etc. Dans la matrice des liens, on doit absolument avoir les colonnes suivantes, donc source et target. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre à Gephi de voir qu'il y a un lien entre deux sites. Ensuite, une fois qu'on a ça, que tout est nettoyé, que tout est beau, on va pouvoir aller sur le logiciel Gephi. Alors, le logiciel Gephi, c'est quoi? C'est un logiciel open source qui vous permet de visualiser la cartographie à partir de vos deux matrices et qui vous permet aussi, grâce à des algorithmes de spatialisation, je vous montrerai après comment ça se passe, quels éléments d'un réseau sont les plus centraux, sont les plus éloignés, sont les mieux connectés aux autres et sont les plus populaires, etc., etc. Alors, du coup, pardon, hop. C'est bon. Alors, du coup, je vais aller dans Gephi. C'est un logiciel donc gratuit. Ça se télécharge très facilement sur Internet. Et ça fonctionne avec le langage Java. C'est-à-dire que quand vous téléchargez Gephi, vous devez aussi télécharger la dernière version de Java. Donc, je vais aller ouvrir mon logiciel. Donc, voici à quoi ressemble Gephi. Alors, je vais aller ouvrir un nouveau projet. Hop. Ça va bien. Alors, voilà comment se présente le logiciel. En gros, dans ce logiciel-là, vous avez trois onglets, trois gros onglets. Le premier onglet, ici, c'est la vue d'ensemble. Cet onglet-là, il va vous permettre d'une part de visualiser votre cartographie et ensuite d'aller modifier certains éléments de cette cartographie, comme par exemple la couleur ou la taille des nœuds, pour mettre en gros en avant les éléments, les variables que vous voulez mettre en avant sur votre cartographie. Ensuite, on a un deuxième onglet qui est l'onglet laboratoire. C'est là où vous allez importer vos deux matrices et là où vous allez les retrouver. Et ensuite, alors, on a un dernier onglet, celui-là, je n'utilise pas forcément. C'est en gros pour rendre un petit peu plus esthétique votre carte. Alors, simplement maintenant, je vais aller importer mes deux matrices pour pouvoir ensuite visualiser ma cartographie. Donc, simplement, je vais dans Laboratoire des données. Je vais dans mon petit onglet nœuds et je vais aller importer ma première feuille de calcul, donc ma feuille de nœuds. Donc, celle que j'ai réalisée à partir de mes deux premiers crawlers, Mosbar et CEO. Okay. Donc, je vais aller chercher ma table des nœuds. Je vais l'ouvrir. Je vérifie bien qu'elle est en CSV. L'encodage, pareil, il vaut mieux être en UTF-8. Voilà, tout est en forme de colonne, tout va bien. Parfait. Ensuite, je vérifie bien que ma colonne ID et ma colonne label sont présentes et qu'elles sont cochées. Je fais terminer. Ici, j'ai une petite fenêtre pour m'indiquer s'il y a eu des erreurs dans l'importation. Visiblement, là, il n'y en a pas. Ici, je peux changer le type de graphique. Là, ce qui m'intéresse, c'est je veux savoir dans quel sens se citent les sites, donc dans quel sens vont les liens. Donc, pour ça, je vais demander un graphe dirigé. Une autre information, je sais que j'ai 292 nœuds, okay, donc site ou page Internet, dans ma cartographie. Je fais OK. Une fois que j'ai ça, donc je retrouve ici ma matrice de mes nœuds, je vais aller voir ce qui se passe dans ma vue d'ensemble. Dans ma vue d'ensemble, je zoome. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. J'ai l'ensemble de mes sites et de mes pages qui sont comme ça. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Donc, on va aller voir ensuite ce que ça donne quand on va aller importer les liens. Pareil, ça fonctionne pareil. Je vais aller sur l'onglet liens. Je vais aller importer ma feuille de calcul de liens, donc ma matrice des liens. Toujours pareil, je vérifie que c'est CSV, que c'est en encodage UTF-8, etc., etc. Je vais dans suivant. Je vérifie bien que j'ai ma colonne source et ma colonne target qui sont présentes. C'est OK. Alors, visiblement, là, j'ai une erreur, mais bon, pour l'instant, là, on va dire qu'il n'y en a pas. Je sais que j'ai 362 liens ici. Donc, c'est OK. Une fois que j'ai ça, je vais les retourner dans le laboratoire pour voir ce que ça me donne. Et donc, à partir de là, j'ai mes nœuds qui sont reliés à d'autres nœuds. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu fouillis, donc il va falloir aller travailler la cartographie pour mettre en avant les variables qui vous intéressent. Moi, ce que j'ai choisi de mettre en avant en premier, c'est les types de réseaux, les types de sites. Donc, qui sont les sites médias, qui sont les sites institutionnels, etc., etc. Pour ça, je vais aller dans un premier temps dans ce petit onglet qui se trouve à gauche et je vais aller changer la couleur de mes nœuds. Alors, simplement, je vais dans partition, je vais aller choisir ma variable, okay, qui est mon type de réseau.
Alors déjà, première information qu'il me donne assez intéressante, il me donne le pourcentage. Par exemple, j'ai dans ma cartographie, je sais que j'ai un peu plus de 28% de sites médias. Là, je vois que j'ai par contre des types de réseaux qui sont en gris. Donc, je vais aller générer une palette entière. Donc, je vais dans palette, je fais générer. Je vais lui demander de ne pas me limiter le nombre de couleurs. Et ensuite, je vais les choisir quelle palette je veux. Si je veux un truc pastel, il me donne un truc pastel. Si je veux un truc un peu plus intense, je mets un truc intense. En bref, ça, en gros, avec Gephi, vous pouvez changer les couleurs à votre guise comme vous voulez. Je vais aller faire OK et je vais aller appliquer ça à ma cartographie. Hop. Et là, je commence à voir la couleur de mes nœuds. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, je vais aller mettre en avant, par exemple, ma variable trafic. Donc, pour ça, je vais utiliser de différentes tailles de nœuds. Et en gros, plus les nœuds seront importants, plus le trafic aura été intense sur le site. Donc, pour ça, je vais aller dans mon onglet taille. Toujours pareil, je vais aller chercher ma variable. Donc, ma variable, c'est ma variable trafic. Et je vais aller appliquer ça. Touc. Et là, je vois que, par exemple, ces 4 nœuds-là en question ont été très visités. Là, c'est toujours un petit peu le bazar. Donc, du coup, je vais aller utiliser mes algorithmes de spatialisation. Et là, ce qui m'intéresse de voir, c'est quel nœud, en gros, est le plus central dans ma cartographie, c'est-à-dire celui, en gros, qui est le plus lié avec les autres. Pour ça, je vais aller utiliser un algorithme de spatialisation qui s'appelle le Force Atlas. Alors, en général, c'est l'algorithme qu'on utilise quand on fait ce genre de cartographie-là. Donc, on peut aussi modifier les valeurs. Moi, je ne le fais pas nécessairement, à part celle-là, parce que ça va me permettre hop, en gros, d'agrandir un peu ma cartographie. Je vais aller exécuter mon algorithme. Bon, là, je vais arrêter le processus parce que c'est long. Et ensuite, comme je vois qu'effectivement, mes nœuds sont un peu tous là, les uns sur les autres et que je n'y vois rien, je vais aller utiliser un deuxième algorithme qui va me permettre de déchevaucher les nœuds. Je vais aller exécuter et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Alors là, c'est pareil, elle est encore un peu bouillonne, elle est pas, il faut encore la retravailler. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de le faire pour le coup. Non. Donc je vais aller vous en ouvrir une que j'ai travaillée exprès. C'est la même que celle-là, mais je l'ai un peu plus modifiée. Hop, je vais aller ouvrir cette cartographie-là. Et voilà, non. Voilà. Et donc, voici le résultat de ma cartographie du web. Donc, je me retrouve ici avec mes 4 mots-clés. Donc, ici, reconversion enseignante, ici, démission enseignante, ici, abandon de carrière, ici, quitter l'enseignement. Ici, c'est un peu plus clair. Je me rends compte qu'effectivement, la majorité de mes nœuds sont de couleur bleue. Donc, ce sont bleus, pour rappel, c'est la couleur de mes sites médias. Donc, que le paysage de l'abandon de carrière sur Internet est dominé par les sites médias. Comme information supplémentaire, je sais qu'apparemment, ce site-là qui est au milieu, en rose, a l'air d'être ce qu'on appelle mon influenceur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nœuds qui gravitent autour de lui. Autre chose que je peux faire aussi avec ce logiciel-là, c'est que je peux aller filtrer mes données. C'est-à-dire que si je ne veux voir apparaître, par exemple, que mes sites médias, j'ai totalement la possibilité de le faire. Donc, je vais aller trifouiller dans mes filtres. Je veux qu'il me fasse un filtre en fonction des types de réseaux. Voilà. Je vais aller ici et je vais aller sélectionner mes sites médias. Pourquoi il ne me fait pas? Voilà. Les sites médias. Si je veux rajouter mes blogs, je peux rajouter mes blogs. Si je veux rajouter mes sites d'information, je rajoute mes sites d'information, etc., etc. Et je peux arrêter. La seconde chose, enfin l'autre chose qu'on peut faire aussi avec Gephi et qui est pas mal pour le coup, vous pouvez créer ce qu'on appelle une timeline. C'est-à-dire que comme j'ai récupéré la métrique de l'âge de l'archive, donc à quelle date en gros le site a été publié, je peux aller activer la chronologie et ça va me montrer alors plus ou moins en temps réel quels sites apparaissent en premier dans le temps, etc. Alors pour ça, je vais aller activer une timeline. C'est simple, vous appuyez en bas. Après, il y a quelques valeurs à changer. Alors, moi, mes valeurs, elles vont de 0,9 à 0,19. Égal ici. OK. Je vais aller lui demander ensuite de me régler les bornes. Ça, c'est OK, c'est déjà fait. Hop, une borne. Et une fois que j'ai ça, tac, je peux voir dans le temps
comment est-ce que ma thématique s'est développée sur Internet. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. Et voilà. Ensuite, on a un onglet statistique. Alors celui-là, je ne l'utilise pas énormément. Ça vous permet de recalculer des variables. En fait, par exemple, vous avez le page, c'est comme le page autorité. Ça vous permet en gros, de calculer dans votre cartographie quel site est le plus lié avec qui, et ça lui donne une valeur. Donc ça, pour l'instant, je n'utilise pas énormément. Il faudrait que je m'y penche un peu plus. Et ensuite, vous avez du coup l'onglet prévisualisation, qui vous permet ensuite d'aller modifier un peu votre cartographie. Voilà. Alors, du coup, pour conclure tout ça, ce que m'a permis cette cartographie-là, plus exactement, elle m'a permis déjà d'identifier quels sont les acteurs du coup qui parlent de cette thématique-là sur le web et à peu près combien, qui est lié avec qui. Ça m'a permis aussi de connaître la temporalité de la thématique sur le web, donc quand est-ce qu'on a commencé à en parler. Est-ce qu'il y a eu un pic d'activité autour de cette thématique-là sur Internet? S'il y a un leader dans ma cartographie, donc mon influenceur, mon leader, c'est celui qui est au milieu. Et ça m'a aussi permis de savoir à partir de quel syntagme on parle de l'abandon de carrière enseignante sur Internet. Puisque ici, au milieu, j'ai mes mots-clés. Et donc, du coup, ça, c'est mes résultats qui sont issus de mes mots-clés. Et je vois, par exemple, que le terme d'émission enseignante est majoritairement employé par les sites médias. Si je vais sur abandon de carrière, alors déjà, il est très peu employé sur Internet, pour le coup, puisque c'est celui qui a le moins de nœuds qui se retrouvent autour de lui. Je vois que la majorité de mes articles scientifiques, parce qu'ici j'ai Karen, etc., parlent de la démission enseignante plutôt en termes d'abandon de carrière. Voilà en gros comment on fait une cartographie du web. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation. Eh bien, oui, on peut applaudir virtuellement. Bon, et ben, du coup, Manuel, puisque tu t'étais proposé, est-ce que tu souhaites donc intervenir? Oui, mais, merci Camille aussi pour cette présentation du coup. Alors j'ai deux grandes questions pour introduire du coup les nombreuses questions je pense qu'il va y avoir sur cette méthodologie. La première, ça va concerner du coup au niveau des droits de la récolte de données en espace numérique sur la législation. Je vais te donner un bon exemple qui moi m'intéresse sur mes recherches, notamment sur l'usage des réseaux sociaux numériques, notamment Facebook, tu vois. Imaginons, moi, j'ai envie de savoir, parce que je sais que tous mes acteurs, ils ont surtout des interactions liées à ce réseau social-là pour notamment organiser leurs concerts, etc. Est-ce que tu peux, même si la personne comment dire, tu n'es pas ami avec la personne sur Facebook, voir les interactions qu'il y a avec d'autres pages Facebook, notamment des j'aime, notamment peut-être des commentaires aussi, et faire une cartographie justement des interactions qu'il y a sur Facebook en fonction de différents acteurs. Est-ce que tu peux faire ça et est-ce que c'est légal? Donc ça, c'est juste un exemple que je donne sur une plateforme. Hein. C'est juste pour être plus comment dire, explicite, hein, mais je suppose qu'on pourrait le transposer à plein d'autres usages. Et la deuxième question, c'est un peu plus théorique, et ça, on en avait déjà parlé, mais bon, c'est pas mal d'en discuter un peu tous ensemble. C'est est-ce qu'avec cette méthodologie, ces outils-là, est-ce qu'on abandonne totalement la théorie des champs, notamment pour circonscrire son terrain numérique, là en l'occurrence. Est-ce qu'on est, comment dire, est-ce que toi, tu t'étais déjà posé la question d'entrée ou tu t'es dit non, la théorie des réseaux réticulaires et tout ça, ça me suffit pour essayer de regarder ce qui s'y passe. Et je me posais la question, les interactions, quel type d'interaction tu peux modéliser plein de types d'interactions, les enjeux de pouvoir aussi qu'il y a au niveau des
des réseaux, etc. Donc, je me dis qu'il y a peut-être certaines choses qu'on ne voit pas avec la théorie des réseaux, qu'on pourrait voir avec la théorie des champs. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, hybrider ces théories-là, quoi. Donc, voilà. Et je ne veux pas non plus te piéger avec cette question. Je sais qu'elle n'est pas forcément évidente et que l'outil déjà détermine pas mal de choses. Et donc, c'est plus un questionnement que j'ai qui ne demande pas forcément de réponse claire, quoi. Alors, déjà, pour répondre à ta première question, alors effectivement, ce genre de méthode-là pose pas mal la question de la positionnement du chercheur sur Internet quand on utilise ce genre de méthode-là. Alors, pour répondre à ta question, alors le problème, effectivement, quand on utilise ce genre de méthode, c'est qu'effectivement, sur Internet, la frontière entre ce qui est privé et ce qui est public est ultra floue. Je donne un exemple. Justement, avec Facebook. À un moment donné, j'ai voulu aller récupérer les messages d'une communauté de pratiques que j'ai pu identifier grâce à ma cartographie autour de la démission enseignante. Et le problème, c'est qu'effectivement, je ne savais pas si c'était légal ou pas légal, etc., si c'était public, si c'était privé. Pour le coup, ce qu'il faut savoir, première information, c'est que quand vous publiez des choses sur Facebook, alors notamment sur Facebook, après je ne connais pas les règles de toutes les plateformes, c'est que votre propriété intellectuelle, vous la transférez déjà à Facebook. Donc même si c'est privé de base, comme vous transférez, finalement ça devient public. Et donc à partir du moment où ces données sont publiques, d'accord, alors déjà Facebook on fait ce qu'il veut, hein, il peut les revendre, il peut s'en resservir, etc. Vous pouvez totalement aller récupérer ces données. Si tu veux aller récupérer des commentaires ou des messages, des posts sur un groupe Facebook, tu as le droit quand c'est un groupe qui est public. Si ce n'est pas un groupe public, tu peux quand même le faire, mais là, il faut du coup respecter quand même, on va dire, une charte déontologique éthique sur Internet, c'est-à-dire qu'on doit quand même demander l'autorisation aux personnes concernées. Très bien, mais alors le seul problème, c'est qu'effectivement, ce qui est conseillé de faire, c'est de poster un message, par exemple, sur le groupe Facebook, okay, et que, en gros, toute réponse à ce message-là est considérée comme un oui. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que notamment quand quelqu'un poste un message, votre post descend forcément, donc vous n'êtes pas sûr que tout le monde a vu votre post. Mes problèmes. Ensuite, même si on vous donne l'autorisation, donc là on est dans le consentement libre et éclairé, comme vous n'êtes pas en face de la personne, vous ne savez pas qui répond au message. Donc ça se trouve, c'est, je ne sais pas moi, un compte de quelqu'un et finalement c'est son enfant qui répond et finalement vous n'avez pas son consentement. Donc ça c'est compliqué. Donc déjà, moi ce que j'ai fait sur ça, j'ai abandonné l'idée de récupérer des données sur des groupes privés. Sur les groupes publics, pas de problème. Ensuite, quand je dis que ça posait la question du positionnement du chercheur, c'est parce qu'en gros, à la limite, pour éviter tout problème quand on utilise ce genre de méthodologie-là, c'est de garantir l'anonymat des personnes, des liens ou des messages que vous avez récupérés. Mais encore une fois, sur Internet, c'est ultra difficile puisque comme le web est permanent, je donne un exemple, quand vous publiez quelque chose sur Internet, même si vous l'effacez, automatiquement et régulièrement, en fait, les moteurs de recherche archivent en fait tout ça. Donc, même si vous le supprimez, vous pouvez aller voir on peut aller regarder, récupérer ces données qui sont dans les archives. Ensuite, seconde chose, c'est que sur Internet, je te donne un exemple, et là, c'est compliqué aussi au niveau de l'anonymat. Quand tu veux récupérer des messages d'un post Internet, etc., que tu veux, par exemple, le mettre dans ta thèse après la fin, l'écrire, comme Internet, les moteurs de recherche indexent en plein texte, c'est-à-dire que, mettons, quelqu'un lit ma thèse, récupère le bout de citation, le colle sur son moteur de recherche, il va retrouver 95% le site ou la page où j'ai pris ça. Et donc, du coup, à partir de là, vous pouvez récupérer soit le nom de la personne parce qu'elle ne s'est pas anonymisée sur Internet, soit son pseudonyme, et, etc., etc. Et puis même avec un pseudonyme, il est très facile par exemple, quelqu'un est connecté avec le même pseudonyme sur un autre site, sauf que ce pseudonyme-là est affilié à une adresse email. Vous avez l'adresse email, donc finalement, vous finissez par avoir le nom de la personne. Une fois que vous avez le nom de la personne, vous avez son adresse, etc., etc. Donc, c'est sans fin.
Donc, effectivement, c'est un truc un peu qui est un peu dérangeant pour moi, dans le sens où, ouais, garantir l'anonymat, ouais, mais comment? C'est encore la question que je me pose. Après, oui, pour répondre à ta question, effectivement, à partir du moment où c'est public, tu peux aller le récupérer, c'est légal. Après, est-ce que c'est éthique? Dans le sens où, par exemple, les choses que moi, peut-être, je pense, non, les choses qui sont publiques légalement, peut-être que pour moi, elles sont privées. Tu vois, moi, je suis on va dire, je suis un utilisateur, j'ai créé un blog, bon, ok, je l'ai publié, donc du coup, c'est public, mais peut-être que moi, je pense que c'est privé. Et dans ces cas-là, est-ce que j'ai le droit éthiquement d'aller quand même récupérer ces choses-là alors qu'elles sont privées pour la personne, tu vois? Donc, et c'est assez compliqué. Et en plus, il n'y a pas, à part ce qu'il faut respecter, c'est la charte des libertés Internet, là, la CNIL. Ça, ok. Mais sinon, il n'y a pas encore, alors je sais qu'au Québec, ils ont commencé à le faire, mais il n'y a pas de charte du chercheur sur Internet. Voilà, clair en tout cas. Et pour répondre à ta deuxième question, donc c'était sur la question des champs, effectivement, alors ça, c'est pas un truc, je ne m'y connais pas forcément hyper bien dans cette théorie-là, mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, Internet est déjà un champ. Et les thématiques sur Internet, donc par exemple l'abandon de carrière, on peut le considérer comme un champ, dans un champ. Tu vois ce que je veux dire? Parce que effectivement, il y a des choses, des règles informelles qui sont présentes, il y a un type d'organisation, etc., etc. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Merci Camille. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui souhaiterait intervenir? Oui, peut-être moi je veux bien revenir sur la question de Manu, sur la question des chants. Alors on est sur deux... Attendez, pardon, il y a un spectacle en même temps de chants à côté de moi. Hop. Donc, alors du coup, on a clairement un outil qui est méthodologique et très technique dans la théorie des graphes et puis la théorie des champs qui est voilà, un outil beaucoup plus conceptuel. Donc, l'idée aussi dans la thèse, c'est de pouvoir les faire fonctionner ensemble. D'ailleurs, il y a des auteurs qui considèrent que l'ensemble des relations qu'on objective et l'étude des producteurs, pour le coup, des discours et des types de locutions et des syntagmes qui s'imposent, voilà, peut contribuer à une analyse en termes de champ. Voilà, pour répondre à ta question. Après, je pense que Camille vient d'exposer aussi la quantité de problèmes d'interprétation qui peuvent se poser. On voit en objectif des flux. Voilà, et ça ne dit rien ça ne donne aucune explication sur le pourquoi de ces flux. C'est vraiment une forme de description qui n'a aucune valeur sans interprétation. Donc, Pour autant, moi, je trouve que ce qui peut être pas mal intéressant là-dedans, c'est de voir que les échelles, rien que d'entrevoir que les échelles peuvent être totalement différentes qu'avant. Là où on pouvait vachement localiser des champs restreints, donc voilà, très, très localement, là, on peut s'apercevoir que géographiquement, déjà, il y a d'autres interactions qui sont possibles à des échelles différentes et au moins de les rendre un peu visibles déjà au préalable, je suppose, les analyser, les voir, les recenser, et puis après, peut-être dans un deuxième temps, avec une analyse, je ne sais pas, plus qualitative, peut-être essayer de voir quel type d'interaction il y a, par quelle position, comment déterminer des positions, je sais pas moi, des instances de consécration particulières dans des champs particuliers, peut-être hybrider ça, je sais pas trop, mais... En tout cas, ça permet de faire des hypothèses. Par exemple, sur la forte prévalence des bleus, là, les médias, et qu'on voit éclater encore plus. Je crois en 2017, Camille, tu me corriges, il y a un rapport qui sort en fait sur la question de l'abandon de carrière, enfin de la démission enseignante pour le coup. Et c'est un rapport qui est pour le assez naturellement repris par les médias. Donc, est-ce qu'on peut dire que... Enfin, voilà, on ne peut pas faire une interprétation sans avoir ce genre d'éléments-là. Et ce genre d'éléments-là, Camille, elle est obligée d'aller les chercher autrement que par une analyse de graphe, quoi. Je me trompe, Camille, sur cette histoire de rapport? Non, pas du tout. Après, ce qui est intéressant à partir de la cartographie, c'est du coup comme les acteurs ont été identifiés,
On peut faire un deuxième crawl, c'est-à-dire qu'on peut aller récupérer le contenu du texte, en faire totalement un corpus et puis après le balancer sur Hermitech, oui, pour analyser les discours en fonction des types d'acteurs, quoi, déjà. Tu vois. Mais si tu n'as pas avant identifié effectivement tes acteurs, bah ça, tu ne peux pas le faire. Merci. Alors, il y a des mains qui se lèvent. Isabelle, vous avez levé la main en première. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis désolée, j'ai dû quitter pendant quelques minutes, donc peut-être que ça a été abordé ici, mais je me questionnais sur le caractère régional des résultats que vous obtenez en faisant la recherche sur Internet. Par exemple, si je tape démission enseignante du Québec, je n'obtiendrai clairement pas comme premier résultat démission de l'Éducation nationale. Donc, je me demandais si c'était comment ça fonctionne, ça, dans votre cartographie. Je ne l'ai pas dit, effectivement. Ouais. Avant de faire le crawl, je paramètre mon moteur de recherche pour qu'il ne me récupère que mes résultats en France. J'aurais pu effectivement élargir la recherche sur d'autres pays, mais j'ai récupéré en fait les sites qui concernaient que la France. Ouais. Marceline, tu souhaites aussi intervenir? Oui, alors merci Camille pour ta présentation, c'était super intéressant, on a envie d'y aller. J'avais une question sur un truc que je n'ai pas bien compris, parce que donc, le graphe, ok, mais c'est après quand tu prends tes 4 mots-clés, là, ce que je ne comprends pas, c'est parce qu'ils ne font pas partie du graphe, enfin, ils sont les éléments qui interagissent, mais ce n'est pas des sommets du graphe. Non, ça, c'est moi qui les ai rajoutés manuellement pour justement voir quel site utiliser, quel syntagme, quel mot-clé. Mais d'accord qu'un site va pouvoir être connecté à plusieurs mots-clés. Oui. Ils interagissent plusieurs fois. Donc, ma question, c'était justement ces ronds-là, comment ça se fait est-ce qu'on les a ils sont positionnés plusieurs fois ou est-ce qu'ils sont positionnés qu'une fois? Enfin, voilà, j'avais un peu de mal avec la réintervention de tes mots-clés. Ils sont positionnés effectivement sur plusieurs mots-clés, mais moi, j'ai pris en gros, parce que forcément, il y a des doublons, okay, parce qu'il y a plusieurs mots-clés. Moi, j'ai pris en fait le premier mot-clé qui arrive dans l'ordre. Parce qu'il y a plusieurs mots-clés, vous pouvez indexer par 2, 3, 4, 5 mots-clés. Moi, j'ai pris en fait le premier qui est indexé. Donc, c'est pour ça qu'en gros, j'ai un site à mots-clés. D'accord, parce qu'on aurait pu imaginer que tu prennes ta cartographie avec tes 4 mots-clés, ton graphe, et qu'après, tu puisses faire une lecture du graphe différenciée pour chacun des mots-clés. Tout à fait. D'accord. Et voir comment, finalement, ton graphe était modifié en fonction du mot-clé que tu prenais. C'est ça. Ouais, je peux le faire, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et je crois que j'avais une autre question. Attends, je recherche. Je l'ai mise. Oui, après, alors je ne suis pas la mieux là pour la question entre théorie des champs, théorie des graphes. Enfin, je pense qu'il y a surtout des choses derrière qui sont. Alors là, je prends la lecture un peu mathématique, hein, qui sont des lectures de topologie, c'est-à-dire que les champs. La question, est-ce qu'il peut y avoir des interconnexions et du recouvrement, la topologie étant la possibilité d'avoir un pavage, est-ce que justement, avec les champs, il n'y a pas des recouvrements possibles, alors que avec la théorie des graphes, il n'y a pas de recouvrement possible. Je ne sais pas si je regarde Bernard pour voir s'il comprend ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur la même dimension en termes très topologique, hein, parce que la théorie des graphes, c'est de la topo, c'est toute une théorie derrière mathématique un peu particulière. Il y a quand même pas mal de barrières, de notions derrière. Donc, voilà, je suis pas sûre qu'on puisse croiser les deux par les hypothèses, mais je relance la balle à Bernard s'il veut la saisir. La réponse est difficile parce que moi, je ne suis pas matheux, donc la théorie des graphes, je connais un petit peu, mais de très loin, je sais que ça sert vachement pour les GPS, dans les parcours de graphes, les optimisations, les contraintes qui sont données sur les treillis, c'est la théorie des treillis, c'est ça, sur les parcours de graphes. Je connais mieux la théorie des champs et je vois mal le recouvrement aussi. Je te suivrai, Martaline, là-dessus. Parce que il y a pas, enfin,
C'est très différent, quoi. Voilà. Et je serais plus réservé sur le fait également, sur la réponse de Camille à Manuel, sur le fait qu'Internet soit un champ. Voilà, parce que pour des raisons qui sont liées à la théorie des champs elle-même, quoi, sur les enjeux symboliques, sur la définition des frontières, sur les frontières qui sont des frontières dynamiques entre des prétendants et des dominants qui ont la capacité de montrer un enjeu qui est attaché à ce champ. Donc qu'Internet soit un support de champ, d'expression de champ, c'est très possible, mais sur des espaces extrêmement publics, sur Twitter par exemple, je pense que ça pourrait être un bon exemple. Facebook, peut-être un petit peu moins. Je crois que ça ne fonctionne pas du tout pareil. Je pense qu'il y a des enjeux symboliques sur Twitter qui s'imposent avec des nouvelles formes de langage, voilà, et qui pourraient être étudiées comme un champ parce qu'on peut en déterminer des enjeux culturels, politiques, d'image de soi, voilà, d'image de soi publique, évidemment. Mais l'Internet comme triis, enfin, je vois mal. Voilà. J'aurais du mal à voir ça comme un champ, enfin, au sens bordiésien du terme, du moins. En tout cas, question à creuser. Donc, nous avons deux mains levées. Donc, Julie, tu l'avais levée en première, puis après, ce sera Sylvain. Oui, du coup, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Camille, la possibilité de faire le lien entre ces analyses-là qui nous permettent de savoir qui parle de cette thématique depuis quand. Donc, focus plutôt sur, on pourrait dire, les acteurs ou les individus, ou enfin ceux qui parlent, quoi, les parlants, on va les appeler comme ça. Et ceux dont ils parlent, du coup, donc, c'est une analyse que tu n'as pas du tout dans la graphographie, la nettographie. Et c'est quelque chose que tu as inclus aussi dans un travail. Dans ma thèse, c'est la même chose que j'ai inclus. Alors, effectivement, je suis allée récupérer, voilà, ça a été long, tout le contenu textuel de tous les sites de ma cartographie, plus notamment tous les messages de mes communautés de pratique. Parce que je me suis rendu compte avec la cartographie que j'avais des communautés de pratique autour de la démission enseignante. Donc, je suis allée récupérer aussi tous les messages que j'ai pu récupérer parce que c'était public. Donc, en gros, qui se trouvaient sur un groupe Facebook et puis un forum, et que j'ai ensuite codé, ça poussait avec les variables Iramtech, var 1, var 2, etc., en fonction de mes types d'acteurs. Ensuite, je suis allée sur Iramutech, j'ai balancé mon corpus et donc, du coup, j'ai fait une analyse de discours en termes de quel discours, chaque type d'acteur, quoi. Comment est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont différents déjà au sein d'un même type d'acteurs? Et voilà, et quels sont ceux qui se rapprochent le plus souvent? Du coup, tu as comme ça pu identifier des unités sémantiques qui seraient spécifiques à certains nœuds ou pas du tout? Pour l'instant, je suis encore dans ce travail-là, donc je ne peux pas trop te dire. Mais ouais, pour l'instant, je ne peux pas te donner de résultats là. C'est en cours. Et après, je vais essayer de croiser ces discours-là, en fait. Pour l'instant, j'en suis pas là. Sylvain, ouais. Ce n'est pas une métaphore d'ailleurs par rapport à la théorie des graphes. C'est vraiment une des premières applications de la théorie des graphes, ça a été les GPS avec les contraintes qui sont données sur certains nœuds ou sur certaines arêtes, par exemple sur la vitesse, sur la qualité de la route, etc., et qui va faire des calculs d'optimisation, des calculs là-dessus. Donc là, moi, je ne connais pas les possibilités techniques des logiciels que tu as utilisés. Et là où ça pourrait être intéressant, c'est de faire de la classification et de regarder s'il y a des parcours de graphes typiques. Et là, je pense que la théorie des graphes pourrait être utile pour faire de la classification. Parce qu'à défaut d'avoir des infos, tu ne peux pas avoir des infos sur les cuisines
utilisateur, donc tu ne peux pas donner une dimension sociologique à ton travail. En revanche, repérer des parcours types, c'est-à-dire des parcours types. Je veux aller, je sais pas, moi, des types qui vont de Paris, de Bordeaux à Saint-Malo, ils peuvent prendre, je sais pas, le parcours le plus court. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand il y avait des embouteillages sur les grands parcours, et puis parce que j'avais envie de me balader, de me passer dans des chemins de terre, de découvrir des... Et je pense que les réseaux, là, les réseaux qui se dessinent, ces réseaux types, même marginaux, justement, la marginalité peut être hyper intéressante. Et c'est là, enfin, de regarder justement ces parcours d'où ils sont partis, par où ils sont attardés, etc. Ça, je ne connais pas, moi, les possibilités, mais si ces infos sont possibles, ça me semblerait c'est possible, oui, on peut être tracer, vachement intéressant et qui permettrait de valoriser l'utilisation de la théorie des graphes, là, pour le coup. Ouais, c'est possible de le faire, ouais. Après, je ne sais pas encore techniquement comment on le fait. Je crois que c'est un peu compliqué, mais on peut le faire. Et comme il n'y a pas énormément de formation, tu vois, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais ouais, ça serait intéressant d'aller voir. J'y connais rien. J'ai découvert les logiciels avec ce que Pierre montrait là, mais je pense que ça doit être possible, quoi, de garder la mémoire du temps, de réinsérer le temps, c'est-à-dire les étapes, quoi. Alors après, techniquement, je ne sais pas si... Mais en tout cas, je pense que ça vaudrait le coup parce que je vois de la classification derrière. Alors, une classification que tu ne pourras pas qualifier par les acteurs, les propriétés sociologiques des acteurs, leur position dans le champ, pour le coup, de l'éducation, hein, si c'est un décideur, si c'est un jeune, un vieux, un machin, un type à tel endroit, etc. Enfin, toutes les variables sociologiques classiques. Mais en revanche, qualitativement, sur les degrés d'implication sur les sites. Ouais. Sylvain, tu souhaitais prendre la parole? Ouais, juste quelques éléments. Merci beaucoup, hein, Camille, pour la présentation. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, tu ne te facilites pas la tâche en t'engageant là-dedans, quoi, vraiment, quoi. Donc, j'avais peut-être est-ce que tu peux revenir un peu sur un peu sur les ressorts de cet engagement, de la mobilisation de ces outils, quoi. Enfin, comment ça s'est un peu imposé à toi, quoi. Enfin, et aussi des éléments sur peut-être comment tu peux croiser ces éléments avec d'autres apports empiriques, quoi, d'autres résultats. Comment tu peux, est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est possible, quoi? Enfin, voilà, si je pense aux autres travaux qu'on connaît un peu sur la démission des enseignants, le désengagement notamment, quoi. Enfin, ils ne mobilisent pas du tout ces méthodes. Donc voilà, est-ce que tu as déjà des éléments un peu sur la valeur ajoutée de cet investissement, quoi. Enfin, c'est peut-être, j'attends pas non plus de réponse définitive à ça, mais ouais. Alors, ta première question, c'était pourquoi la cartographie du web, c'est ça? Ouais, pourquoi ça s'impose? Pourquoi ça, finalement, quand on t'écoute, hein, ça paraît évident, tu vois, alors qu'on est nombreux, je pense, ici à être assez étrangers à ça. Enfin. Du coup, ça s'est vraiment imposé parce que finalement, je me suis retrouvée, c'est ce que je disais au début, hein, quand j'ai commencé en 2018, 2018. En tout cas, alors au Québec, énormément de littérature sur le sujet. Bon, eux, ils sont en avance, hein, visiblement, sur ça. En France, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait 2-3 articles qui traînaient. Donc, je ne pouvais pas déjà m'appuyer sur ça en première année de thèse, tu vois, sur cette littérature-là. Et puis, effectivement, pour pouvoir rencontrer des enseignants qui ont démissionné, ça a été vraiment très compliqué. Et donc, du coup, si tu veux, c'est un peu une sorte de hasard, quoi, mais heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis retrouvée à se dire, là, il y a un terrain à explorer, quoi. D'accord. Ensuite, sur ta deuxième question... comment faire dialoguer la plus-value. Alors, déjà, ce qui est un résultat intéressant, c'est qu'avec cette cartographie-là, et notamment en typologisant mes acteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait... Ça, on n'en parle pas.
dans la littérature, ce qu'on appelle des sites vitrines. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des sites qui proposent depuis 2016, je crois, 2015, il faudrait que je vous regarde la chrono, des prestations de services aux enseignants souhaitant démissionner. Donc, en gros, ils leur font des bilans de carrière. Alors, c'est privé, hein, c'est des entreprises privées, hein, c'est lucratif. Des bilans de carrière, des sortes de coaching, des formations, etc. Donc, on rentre un petit peu, on va dire, dans ce qu'on appelle une marchandisation de l'abandon de carrière enseignante aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on commence. Il y en a de plus en plus de sites comme ça qui pop, qui récupèrent de l'argent sur ça. Donc, ça m'a permis de dire ça en plus-value, c'est pas mal. Ensuite, si tu veux, on n'en parle tellement pas, on va dire offline de la démission enseignante, c'est quelque chose d'assez tabou pour le coup. Et visiblement même en questionnant les enseignants directement, quand je leur ai posé la question de est-ce que vous en parlez avec à votre hiérarchie, entre vous, etc. Bah, la réponse est non, c'est assez compliqué déjà. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils ont investi finalement ces enseignants-là, ce terrain-là pour pouvoir étudier. Donc, tu vois, rien que le fait de mettre ça en lumière, bah, c'est déjà un résultat en tant que tel, c'est déjà intéressant, tu vois, si tu veux. Et ensuite, après, effectivement, à partir de cette cartographie-là, c'est pas la seule méthode de ma thèse, hein, loin de là. Je fais ça, ok. Je suis partie du coup sur une analyse des discours de ces acteurs-là sur Internet, donc à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, j'ai balancé 2 questionnaires, et dont un sur l'abandon de carrière, où j'ai eu, pour le coup, comme je connaissais les réseaux, je connaissais où se trouvaient les enseignants sur Internet, sur quel forum, etc. J'ai eu 500 réponses, quoi, pour l'instant. Super. Et à partir de là, eh bien, du coup, questionnaire avec, je ne sais pas combien de questions, pas mal. Je suis en train de faire des ACM, des CAH sur des profils de démissionnaires, des profils de motivation d'entrée dans le métier, etc. Si tu veux, je mixe un peu les méthodes, tu vois. Mais si je n'avais pas commencé par la cartographie, j'aurais eu un peu plus de difficultés, tu vois. Je me serais peut-être lancée dans des entretiens, mais ça aurait été compliqué déjà de rencontrer les gens. Je me serais peut-être lancée dans des questionnaires, mais est-ce que je les aurais placés où il faut sur Internet pour avoir des réponses, tu vois. Ok. Voilà. Bon, merci. Marie-Pierre, tu souhaitais intervenir? Oui, c'est drôle, Camille, parce qu'en M2, je te rappelle que tu as fait des entretiens exploratoires. Oui, j'en ai fait 10. Sur alors les vocations tardives, etc. Et donc, tu avais essayé de gratouiller et assez rapidement. Alors, d'abord, peut-être en préambule, c'est chouette parce qu'on est sur un séminaire méthodo, donc on essaie d'extraire une méthodo, voilà, on la base sur un objet, mais sans avoir repositionné question de recherche, etc. Et on voit pour le coup qu'on a des jalons qui nous manquent, peut-être nécessairement, dont celui de la nécessité d'aller chercher un outil au demeurant en plus assez compliqué. On se dit, sans déconner, pourquoi y aller, quoi. Voilà. Et il y avait effectivement l'un des éléments sur lesquels tu avais énormément discuté au début, ou dont on avait discuté, c'était où est-ce que ça se dit, où est-ce que ça se fait. Et là, je pense que le type de phénomène qui est à l'étude n'est pas indépendant du type d'espace qu'on va aller investiguer. Et c'est pour ça que je reviens sur l'espace d'Internet. Et je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée qu'il n'y aurait pas de sociologisation à faire de ces espaces ou de ce résultat, même si c'est un espace tout à fait numérique et qui est loin d'épuiser l'ensemble des autres espaces où ces choses-là pourraient se jouer. Il y a un faisceau d'indices concordants quant au fait que c'est un espace, ce soit un espace particulièrement structurant pour ce sujet-là en particulier, du fait du caractère, tu as dit tabou, mais qu'il est de moins en moins, et l'intérêt d'examiner qui vulgarise, en quels termes et dans quels espaces. Est-ce que c'est un espace institutionnel? Est-ce que ça va être un espace commercial? Est-ce que ça va être un espace, on va dire, de communauté de pratique, comme tu les as désignés? Et tout à fait important, le fait donc, de deviner comment ça se vulgarise, peut-être pas le bon mot, mais comment ça va se diffuser, se rendre visible et se mettre en discours, va être tout à fait déterminant pour créer des phénomènes d'autorisation, de banalisation. Et pour le coup, le type de producteur de discours et les types de syntagmes produits vont être déterminants pour donner corps à ce qu'est l'abandon de carrière. Et d'ailleurs, l'un des premiers résultats que tu as observé, c'est que dans la littérature scientifique qui existait de manière très marginale, comme tu l'as repéré en France,
on parlait de démission enseignante, peut-être en lien avec les arrière-plans théoriques liés à la carrière, etc. On parlait d'abandon de carrière. Voilà, d'abandon de carrière, et que en fait, ce terme n'était absolument pas repris parmi les locuteurs des communautés de pratique. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je redis, et moi, je te réincite, je te redirige vers une sociologisation de ces éléments-là. Voilà. Pour les raisons, à nouveau, que j'indiquais, qui sont que sur ce thème-là, cet espace virtuel a l'air d'être très structurant du type de phénomène lié à l'abandon de carrière, du simple fait que la visibilisation même de ce thème vise à pouvoir accélérer des départs et des démissions. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres mains levées. Alors, j'en profite peut-être pour poser une petite question qui, moi, m'intéresse aussi. Très concrète, ça prend combien de temps de se former à toute l'utilisation de ces logiciels, etc., que tu nous as montré? Alors, ça prend... moi, j'ai mis... Alors après, je pense que c'est chacun différent, mais moi, sur le logiciel GFI, j'ai mis à le maîtriser, on va dire, à 95%, j'ai mis 2 mois. Ensuite, sur tout ce qui est crawler, comment ça fonctionne, parce que je n'étais pas non plus hyper, on va dire, sociabilisée à ce genre de truc. C'est quoi un lien externe, c'est quoi un backlink? Là, j'ai bien mis un bon mois. Donc, en gros, j'ai bien mis 3 mois à pouvoir me servir correctement de ces outils-là. Après, bon, pareil, avec R, on met un certain temps. Avec Iramitech, on met un certain temps aussi. Oui, alors après la question peut paraître naïve, et en même temps, je pense que c'est important de se rendre compte quand on se lance sur un projet de recherche, quand on se sent séduit par une méthode, par exemple, de pouvoir évaluer un peu aussi l'investissement que demande la méthode par rapport aux temporalités qui nous sont soumises en fonction des différents projets. Donc c'était juste pour ça, pour pouvoir un petit peu avoir une idée un peu du temps que ça prenait de maîtriser tout ça. Après, si j'avais eu des formations dessus, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide. Hein. Pour le coup, là, c'est que je me suis auto-formée toute seule, quoi. Donc, et puis, beaucoup de documentation en anglais, donc le temps de traduire tout ça, etc., ça a été un peu long, quoi. Ouais, je comprends. Merci. Marteline, tu souhaites intervenir? J'avais une question par rapport justement à ces cartographies-là. Tu peux choisir la période le temps, parce que j'imagine que les liens, justement, ils sont fonction du temps. Ils sont datés, si on regarde si on regarde ce qui se passait, je ne sais pas, en 2000, en 2005, en 2002, enfin, tu vois, sur plusieurs créneaux, est-ce que justement, ça montre, mais pas en évidence ce que tu disais, par exemple, sur les sites qui proposent un accompagnement payé, et donc voir apparaître des choses un petit peu, presque de manière un petit peu historique. Ça a bloqué. Marteline. On a perdu Marteline. On a perdu Marteline. Hein? On t'a perdu un moment. Ouais, je sais, ça a sauté. Quand tu fais la carte, tu fais les liens sur... Ils sont pas datés, enfin, tu les utilises pas datés, tu les utilises sur une période. Enfin, cette histoire de dynamique, est-ce qu'on peut la récupérer ou pas? Oui, tu peux récupérer la date à laquelle les liens ont été créés aussi, et à la date à laquelle le site a été créé. Donc oui, tu peux voir ça, effectivement. Donc effectivement, du coup, avec ça, je me suis rendu compte qu'à partir de 2012-2013, on a commencé à avoir des sites vitrines, des sites commerciaux, quoi, en gros, popés sur Internet, alors qu'avant, on ne les avait pas. Voilà. C'est pareil, tu peux savoir à partir de quand les médias ont commencé à s'y intéresser, qui ont été les premiers finalement à s'y intéresser, etc., etc. Depuis quand on a de plus en plus de forums ou de blogs d'enseignants, qui s'y intéressent, qui se multiplient, etc. Combien, tu vois? Oui, parce que j'imagine aussi qu'il y a des pics. Enfin, on le voit bien pour les inscriptions, les choses comme ça. Il y a des moments où ça va Oui, il y a des pics, et de plus en plus d'ailleurs, puisque même un indicateur simple, quand tu regardes sur les communautés de pratique là, que j'observe, tu vois que là, les 2-3 dernières années, avant, tu avais peut-être 2000 inscrits sur ce genre de plateforme. Maintenant, ils sont 15-20 000. Enfin, c'est ouf.
Vas-y, Martine, si tu as une autre. Non, et juste, toujours pour l'année, parce que je me dis que le problème d'Internet, c'est l'obsolescence des données. Enfin, on a des choses qui restent présentes et qui n'ont plus de vie. Donc, comment on peut traiter et gérer justement cette obsolescence des données? Moi, ce que j'ai fait pour éviter ce biais-là, justement, j'ai écrit un chapitre d'ouvrage où il y avait un commentaire qui m'a beaucoup aidé, du coup. On me reprochait, entre guillemets, que c'était normal que ma courbe du nombre de sites augmentait au fur et à mesure, tac, 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 parce que forcément, il y avait des sites Internet qui disparaissaient au fur et à mesure. Plus ils sont vus, en gros, plus ils disparaissent. Et pour ça, en fait, pour évacuer ce biais-là, je suis allée dans l'archive en fait, du web et j'ai récupéré les sites morts ou les sites qui n'ont pas été... voilà. Et en fait, il y en avait très peu. J'en ai trouvé 6, tu vois. Ça. Donc, du coup, ça n'expliquait pas le fait qu'effectivement, ma courbe était en train de monter, tu vois. Et effectivement, il y a eu plusieurs pics. Par exemple, en 2012, juste après l'élection de François Hollande. Alors, je ne sais pas si encore c'est correct. Il faudrait que, tu vois, là, je suis encore pour savoir ça, il faut que j'aille dans l'analyse de discours des gens qui ont parlé, des profs qui ont parlé de ça à cette époque-là sur Internet, pour savoir pourquoi ils ont démissionné à cette époque-là. Et ensuite, avec mes questionnaires. Et je sais que j'ai un pic en 2012 et j'ai un pic, effectivement, comme le dit Marie-Pierre, en 2017, parce que les premiers chiffres officiels sur la démission enseignante sont sortis en 2017, là, dans un rapport, le rapport Carle Ferrat. Et effectivement, les médias ont repris ça et donc, du coup, ils se sont mis à écrire des articles, tout ça, tu vois. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Moi, j'avoue que ça me fout les jetons quand même que Camille, tu puisses attraper mes mails. Je suis sûre que tu peux aspirer tout ce qu'on fait sur Internet. C'est assez flippant de travailler avec toi. Mais, oui, je ne le fais pas, ne t'inquiète pas. Donc, oui, mais effectivement, effectivement, je sais le faire. Oui. Alors moi, j'avais une question, Camille, qui est un peu décalée. Ouais. Est-ce que tu peux utiliser, alors au-delà de la question de la théorie des graphes et de cette cartographie du web, est-ce que cet outil que tu nous as présenté ce soir peut être utilisé pour représenter d'autres données que tu ne récupères pas sur le web? Parce que moi, je vois quelque chose qui est un outil qui pourrait permettre de présenter des données qui ne sont pas forcément issues du web, issues de ça. Et c'est comme, je te demande si on peut dévier de l'outil que tu viens de nous présenter pour l'utiliser pour présenter d'autres données, parce que parfois, sur des ACM ou sur des choses comme ça, on a du mal à présenter des données. Et je trouve que la visualisation finale de ce que tu as présenté peut être intéressante pour d'autres choses que cette cartographie du web. Bah, effectivement, déjà, tu peux faire un organigramme ou un sociogramme avec ça, puisque là, effectivement, moi, je l'utilise pour la cartographie, mais tu peux créer tes propres nœuds, tes propres liens, tu peux organiser ta cartographie un peu comme tu veux, finalement. Donc, effectivement, tu peux faire un sociogramme et puis après, représenter ce que tu as envie de représenter, tu vois. D'accord. Okay. C'est tout à fait possible, oui. Merci, Camille. Bien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Pour l'instant, on n'a pas de main qui se lève. Donc peut-être qu'on va arriver à la fin de cette discussion. C'est un peu normal, je pense que c'est un petit peu éloigné pour l'instant de tout le monde. Mais bon, ça m'a permis de vous initier au moins à une méthodologie que peut-être d'entre vous, j'imagine, un grand nombre ne connaissent pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va encore applaudir virtuellement. Oui, bien écoutez, on va peut-être se quitter maintenant. Est-ce que Christophe, tu souhaitais intervenir, dire un mot de la fin? Ce petit mot pour vous dire merci d'être venu à ce séminaire et donc pour vous accueillir à ce séminaire méthodologique. Et donc merci à Camille pour cette présentation. On essaiera de faire d'autres séminaires méthodologiques pour voir aussi d'autres manières de faire du travail de recherche. Merci.
Eh bien, merci tout le monde. Et on se retrouve donc le 25 mars pour un prochain séminaire thématique cette fois-ci, où on vous donnera, vous recevrez par mail comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.